Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est devenu un rendez-vous attendu tous les 3 ou 4 ans, le temps de mener ses enquêtes minutieuses et d'en tirer de bien romanesques récits. Alexandra Lapierre nous fait découvrir ou redécouvrir, on emploie généralement ce dernier mot, redécouvrir, quand on veut cacher son ignorance. Bon, disons qu'elle nous fait découvrir de grands destins de femmes, sinon inconnues du moins méconnues, des figures féminines dont on doit pouvoir dire qu'elles sont des oubliées de l'histoire. Après la pionnière Fanny Stevenson, l'épouse de Robert Louis Stevenson. Après la peintre Artemisia Gentileschi, rappelez-vous. Après la seule femme amirale de l'armada espagnole, Isabel Barreto. Après Moura Budberg, cet agent double qui aura été la maîtresse de Maxime Gorky et de H.G. Wells. Après Maud et Nancy Cunard. Après bien sûr l'incroyable Belle Grimm. Vous vous rappelez, cette reine des bibliophiles qui devait à tout prix cacher son ascendance noire. Voici la nouvelle trouvaille de la chère Alexandra, une Australienne cette fois, voyageuse infatigable, non moins infatigable féministe, l'auteure la plus célèbre des antipodes, j'ai donc nommé Miles Franklin. Le roman autobiographique de cette jeune femme, roman initiatique au titre plein d'ironie, Ma brillante carrière, est paru en 1901, grâce à l'appui d'un auteur australien qu'on ignore de ce côté du globe, Henry Lawson. Il a pourtant fait les beaux jours de l'édition londonienne. Henry Lawson, fils de suffragette et gendre de la socialiste Bertha Brett. Ce sont des précisions qui, vous allez le voir, ne sont pas innocentes. Henry Lawson était le poète du bush dont on chantait les refrains dans la campagne australienne. Eh bien, il va aider à la publication de ce livre. Il en est même l'artisan, je vous l'ai dit. Ma brillante carrière est un roman initiatique, en tout cas un récit d'apprentissage tellement réussi dans son insolence, dans sa spontanéité, qu'il va finir par devenir un classique fondateur de la littérature australienne. Alors si vous voulez, ouvrons-le, ce petit bijou de malice et de sève romanesque, un texte assez désabusé en vérité et cependant jamais grave. C'est en 1880 que naît la narratrice, Sibylla Melvin, avec 3 Y donc. Sibylla Melvin naît donc à Tolbingo, on est en Nouvelle-Galles du Sud, dans une famille de petits propriétaires terriens déclassés, milieu austère et laborieux s'il en fut jamais. Sibylla est d'un physique inclassable et d'un caractère impossible et rétif, une rebelle en somme qui fait le désespoir de sa mère. Celle-ci l'envoie vivre chez sa grand-mère à Katagat, un riche domaine où l'on fait du cheval. Elle s'y jette à corps perdu dans des chevauchées enivrantes et d'ailleurs, c'est l'illustration de la couverture pour l'édition originale, une jeune fille qui est en train de chevaucher à bride abattue. Entre 2 chevauchées, Sibylla va rencontrer l'héritier du ranch voisin, Harold Beecham, qui est un peu intrigué, qui est piqué, disons, par les réparties insolentes de cette jeune femme. Il est compréhensif à l'égard de ses aspirations qui sont d'assumer une carrière de femme, de devenir un écrivain reconnu. À l'époque, on ne dit pas encore écrivaine. Beecham est compréhensif, vous disais-je, parce qu'il est amoureux. Question, l'indomptable Sibylle peut-elle, pour épouser Harold, renier son autre amour imprescriptible, celui-là, qu'est l'amour de la liberté. Vous aurez compris que dans la narratrice du roman de 1901 se cache beaucoup et même énormément de sa jeune auteure, avec un E. Stella Maria Sarah Miles Franklin. Franklin, c'est le nom de son père. Miles, c'est celui de son aïeul maternel qui faisait partie des forçats déportés en Australie, chaîne aux pieds. Or, Miles, c'est aussi un prénom masculin et pour contourner la misogynie de ses correspondants dans le monde de l'édition de la Belle Époque, de ce que nous appelions ici la Belle Époque, Stella va signer son roman, va signer ses courriers de ces 2 patronymes en faisant comme si le premier était son prénom. Et voilà comment naît le nom de plume qui est quasiment un état civil de Miles Franklin, un nom qui va passer à la postérité. Nous l'appellerons, si vous voulez bien, Stella, pour la distinguer de l'auteur. Stella, héroïne du roman biographique d'Alexandra Lapierre, l'ardente et très secrète Miss Franklin. Franck Ferrand sur Radio Classique.
comme son héroïne. Stella est née en 1879, vous voyez, pas en 1880, mais c'est tout proche. Elle est née à Tolbido, donc en Nouvelle-Galles du Sud. Elle a grandi à Brindabella Valley. Pour vous situer, dites-vous qu'on n'est pas très loin de la capitale méconnue, Canberra. Autant dire dans le sud-est du pays continent, quelque part entre Sydney et Melbourne, si vous voulez. Comme Sibylla, Stella a connu la vie rude des petits propriétaires perdus dans le bush, ceux qu'on appelle les squatteurs, parce que dans les premiers temps, ils exploitaient des terres dont ils n'avaient pas les droits. Donc, une jeune femme de la campagne qui, avant de fréquenter vers l'âge de 10 ans une école publique, apprend à lire et à écrire à domicile. Et là, le rôle du père est très important. C'est l'origine du rapport ambivalent qu'elle va entretenir avec ce père, dans un premier temps adoré, et puis simplement supporté dans ses faiblesses, dans ses échecs, dans l'espèce de renonciation générale qui constitue le gros de sa vie. Elle a beaucoup de facilité. Alors, les rapports sont beaucoup plus difficiles avec la mère. Beaucoup, beaucoup plus difficiles même. La mère, le père est appelé Ma et la mère pas. La mère est une femme dure dont Stella se sent incomprise. Vous savez, ce sont ces femmes qui tenaient des familles à bout de bras dans un monde extrêmement rude, bien sûr. Stella rêve d'écriture, de reconnaissance, et c'est pour ça qu'elle s'installe à Sydney. Or, elle écrit, ne serait-ce que ce roman initiatique, Ma brillante carrière, qui donc va être édité en 1901 grâce à Henry Lawson. Elle publie non à Sydney, mais à Londres et à Édimbourg, ce qui va faciliter son succès dans tout le monde anglo-saxon. Ouvrage paru sous le quasi-pseudo à consonance masculine de Miles Franklin, le genre féminin de l'auteur est cependant révélé d'emblée, ce qui va faire scandale. Et Alexandra Lapierre a des pages magnifiques sur le rapport ambigu de Stella à sa propre famille, la souffrance libératoire, c'est tout un paradoxe qu'elle éprouve à dévoiler sous des noms d'emprunt qui ne trompent personne les faiblesses grandes et petites de son entourage, de Pa, de Ma et de ses frères et sœurs. C'est un malaise que connaissent tous les auteurs d'écrits autobiographiques. Et jusqu'où est-ce que ces choses-là appartiennent, ces choses qui constituent la matière d'un roman autobiographique appartiennent à celui qui écrit le roman, ou à celle qui l'écrit. Stella va devenir infirmière puis gouvernante tout en écrivant pour différents journaux. D'ailleurs, elle écrit la suite de Ma brillante carrière, mais la censure interdit la publication. Il faudra attendre pour lire cet ouvrage le lendemain de la seconde, je dis bien de la Seconde Guerre mondiale, en 1946. Pendant ce temps, elle rêve, notre journaliste australienne toute jeune qui a déjà un grand roman à son actif, elle rêve de liberté, elle rêve d'aller là-bas. Là-bas, c'est l'Amérique. Je cite le roman. Là-bas, on peut y arriver, songeait-elle, en longeant les rideaux de fer des boutiques. Là-bas, tout devient possible. Là-bas, en son fort intérieur, elle ne mettait pas de nom exact sur ce là-bas et ne formulait ni où, ni à quoi elle espérait parvenir. Loin des faubourgs obscurs, on ne parlait cependant que de cela, l'Amérique, telle que Vida l'avait vue, telle que Vida la racontait. Vida, c'est une femme qui dirige un journal féministe à Melbourne. On évoquait la puissance des journaux de Chicago comparée à la maigre force de frappe du Women's Sphere de Melbourne, l'universalité de la littérature américaine comparée au provincialisme des écrivains et des poètes du bush, la multitude des librairies et des bibliothèques, le fourmillement des éditeurs à New York comparé au seul George Robertson de Sydney et à sa maison d'édition, la seule digne de ce nom sur le continent australien. Les livres, la liberté, l'égalité et la possibilité de changer le monde avec une plume et une feuille de papier, l'Amérique. Vous écoutez Radio Classique. Miles Franklin, Stella pour ses intimes, rêve de liberté, elle rêve d'Amérique. Et donc, en 1906, la voilà aux États-Unis. Elle y arrive dans un moment qui n'est pas neutre, dans la foulée du tragique tremblement de terre d'avril 1906 en Californie. Elle va jusqu'à Chicago. Or, aux États-Unis, ce combat pour les droits des femmes qu'elle avait déjà épousé en Australie, mais de manière balbutiante, va trouver à s'épanouir et à s'employer.
J'ai découvert aux États-Unis une ville, une vraie ville, on l'appelle Chicago, ainsi s'exprimait Rudyard Kipling, moins de 20 ans avant le débarquement de Miles Franklin sur le quai vert-glacé d'Union Station, nous dit Alexandra Lapierre. Les autres villes ne comptent pas. San Francisco est autant un centre urbain qu'un lieu de villégiature, Salt Lake City un phénomène. Cette ville-là est la première que je vois et l'ayant vue, je souhaite ardemment ne plus jamais la revoir. Elle est habitée par des sauvages. Ça, c'est l'opinion de Rudyard Kipling. Mais ce n'est pas pour effrayer Miles Franklin. Je cite de nouveau Alexandra. Même impression pour la jeune Australienne affrontant à pied pour la première fois ces longues, plates, droites, interminables avenues bordées d'immeubles de 20 étages. Là s'empilaient des hommes et des femmes en strates successives sur une hauteur comme elle n'en avait jamais connue pour des constructions. Le flot dans les artères et sur les ponts, un trafic fou d'automobiles qui vrombissaient, d'omnibus qui traversaient en tous sens, de tramways, de charrettes qui klaxonnaient, sonnaient, s'insultaient, tout cela l'étourdissait. Sous l'entrelacs des fils électriques qui couraient au-dessus de sa tête, une foule qu'elle n'aurait su décrire, indistincte, pressée, la bousculait. Lui arrachant presque son sac au passage, elle peinait à avancer. La bise du lac Michigan lui cinglait le visage et l'empêchait de respirer, et la neige noire qui collait à ses bottines achevait de la ralentir. Alors, il y a cette figure de Vida Goldstein qui l'a inspiré, qui lui a donné l'envie de partir. Et un peu plus loin, nous dit Alexandra Lapierre, Vida Goldstein, lors de sa tournée de conférences américaines, avait détesté Chicago. Elle disait l'air imprégné de particules de charbon dont la fumée montait des centaines de cheminées d'usines, un air pollué où le pouvoir, le matérialisme et la vulgarité étaient rois. Certes, elle reconnaissait que les requins de la finance avaient doté leur ville de lieux de culture. Ils avaient récemment fondé des musées. L'Art Institute comptait aujourd'hui un Renoir et une somptueuse collection de l'école de Barbizon, léguée par l'héritière d'un grand mécène, ainsi qu'un opéra, une université. Ils avaient même invité des bâtisseurs parmi les plus ingénieux au monde pour reconstruire leur ville qu'un gigantesque incendie avait ravagé en 1871. Grâce à eux, à leur audace, l'architecture des gratte-ciel s'était développée selon un style d'une incroyable virtuosité technique qu'on appelait déjà l'école de Chicago. Quant aux épouses des magnats de la viande, elles donnaient des bals, elles organisaient des concerts et, lors de leur grand dîner, elles portaient des toilettes envoyées de Paris. Elle va dans ce monde de Chicago, dans ces États-Unis où tout lui paraissait possible. Elle va, notre Stella, rencontrer un certain nombre de personnalités qui vont l'aider, qui vont la former, notamment une figure charismatique, Mrs. Robbins, militante des droits des femmes, qui lui apprend à ne rien livrer à quelconque, à rester seul propriétaire de son corps et de son âme, à garder le contrôle coûte que coûte. Plus tard, nous sommes là en 1912, Stella propose à ses amis très engagés, vous l'aurez compris, Mrs. Robbins et son égérie, Miss Alice Henry, de fonder leur propre journal. Miss Alice Henry, c'est une Australienne de Melbourne. Elle aussi va jouer un rôle très important dans la prise de conscience, si je puis dire, de Miles Franklin, qui, vous l'aurez compris, n'avait pas attendu d'ailleurs toutes ces figures pour déjà se rebeller, se révolter contre un certain nombre des pesanteurs de son époque. Je cite de nouveau Alexandra Lapierre. Notre propre journal, comme vous y allez, Miss Franklin, se moqua avec gentillesse Mrs. Robbins. Stella insista. Je crois que Miss Henry pourrait être la rédactrice en chef. Elle a dirigé un journal à Melbourne. Oh, pas dirigé, corrigea Alice. Collaboré. La prenant directement à partie, Stella s'adressa à elle. En tout cas, vous savez comment ça marche. Vous avez fourni toutes les pages féminines du Melbourne Argus et de l'Australienne pendant 20 ans et personne ne tourne des articles aussi bien ficelés que vous. Vous seriez parfaite. Il suffit de monter l'affaire. Monter l'affaire, vous en avez de bonnes, et avec quel argent, s'il vous plaît, demanda Mrs. Robbins, dont le ton, cette fois, trahissait une pointe d'agacement. Le vôtre, évidemment, lança Stella. Aucune des militantes ne se serait permis cette sorte d'insolence envers leur vénérée Margaret Robbins. Seule la grande affection de la présidence pour Miss Franklin pouvait justifier une telle légèreté. « Évidemment, ironisa Mrs. Robbins, mon argent.
Cela pourrait s'appeler la vie et le travail, life and labor. Non, je vois que vous avez déjà consacré pas mal de temps à y penser, dit Mrs. Robbins, non sans sécheresse. Elle-même marqua une pause avant de demander « Et en quoi votre life and labor serait-il différent de toutes les feuilles de chou qui circulent ici ?» Oh, les autres canards s'adressent à un lectorat masculin et de surcroît à un lectorat limité. Nous devons créer un journal de femmes qui intéresserait à la fois les ouvrières et les suffragistes de la classe moyenne, partout dans le pays. Je pense aux bibliothécaires de Miss Phelps, à mes collègues sténodactylos, aux aides-soignantes, aux maîtresses d'école. Il servirait à la communication entre toutes les branches de la Ligue et serait une façon de recruter de nouveaux membres en les informant de nos activités. Miss Henry s'occupe déjà de la section féminine de l'Union Labour Advocate. Et contrairement à ce que vous dites, minuscule, coupa Stella avec mépris, même pas une page entière. Toutefois, j'insiste, qu'écririez-vous dans vos colonnes qui seraient différents ? Eh bien, nous publierions des portraits individuels de délégués syndicales, des portraits de travailleuses immigrées, des éditoriaux sur les relations patron-ouvrières. Le but serait d'inviter les lectrices à réfléchir et aussi de les distraire en leur proposant des poèmes, des petites nouvelles ou même des histoires drôles. « Et qu'en pense Miss Henry ?» demanda Mrs. Robbins en se tournant vers elle. Question inutile. Chacune ici pouvait voir la flamme dans les prunelles bleues d'Alice Henry. Une expression passionnée qui disait clairement que sa dear girl venait d'énoncer à haute voix le rêve de sa vie. L'œil presque aussi brillant, Stella résuma un mensuel qui divulguerait des informations et des messages destinés aux femmes actives dans tous les milieux. Ce dernier argument était la grande idée de Mrs. Robbins, son cheval de bataille, l'union des femmes actives de tous les milieux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Stella, et si vous voulez bien, je vais l'appeler maintenant avec son prénom, le prénom sous lequel elle est connue, l'ambigu Miles Franklin, va finir par s'embarquer pour l'Europe qu'elle ne connaît pas encore. Elle s'installe en Angleterre pendant la Grande Guerre et travaille dans un hôpital. Oh, n'allez pas croire qu'elle reste pour autant sédentaire. Ses talents d'infirmière, elle les prodigue jusque dans les Balkans embrasés par la guerre. Elle ne rentrera en Australie qu'en 1932. Enfin, ça, c'est le retour définitif parce que quand même, elle a fait un court séjour en 1923-24 et au cours de ce voyage de 1923, alors qu'elle repasse par Chicago, a lieu un événement très important pour elle. Et là, ce n'est plus Alexandra Lapierre, là, c'est elle-même qui nous parle, c'est elle qui raconte Miles Franklin. Je la cite. En 1915, quand j'avais quitté l'Amérique pour Londres et pour la guerre, j'avais laissé une valise à la garde de ma logeuse à Chicago. Et quand j'étais repassé par cette ville sur ma route vers Sydney en 1923, j'avais foncé à mon ancien domicile la récupérer. Ma logeuse m'expliqua que l'un de ses locataires, Monsieur X, avait eu besoin d'un sac. Et comme ma vieille valoche était démodée et ne contenait que des paperasses inutiles, elle avait pensé que je ne verrais aucun inconvénient à lui rendre ce service. Elle m'assura que je n'avais pas à redouter les indiscrétions de quiconque et elle y avait veillé. Monsieur X avait brûlé tous mes papiers dans son poêle. J'étais convaincu, comme ma logeuse, du peu d'importance de mes écrits. Leur destruction néanmoins me désespéra. Je pleurais la perte de mes pièces de théâtre et de mes nouvelles. Je les avais trouvées bonnes à une certaine époque et leur sujet ne me reviendrait plus. Qui n'a perdu son labeur de 10 années ne peut imaginer cette sorte de souffrance. Je pensais en outre que mon deuxième roman, Ma carrière va dans le mur, auquel je tenais tant, était parti en fumée avec le reste. C'était compté sans la vigilance de ma mère, qui en avait préservé une copie carbone. Elle conservait ainsi tous mes textes depuis mon adolescence et protégeait la moindre trace de mon travail. Croyait-elle en mon talent ? Vous imaginez la découverte pour Miles Franklin, qui a toujours pensé que sa mère méprisait tout ce qu'elle faisait. Je poursuis son récit. Ce Noël-là, mon frère Toll me confia que Mother avait confectionné des albums où, par date et par lieu, mes photos, mes cartes postales avaient été religieusement collées. Il me montra les cartons à chapeau où s'empilaient mes lettres archivées et les malles cadenassées avec mes écrits dans leurs versions successives. Nous nous gardâmes de les ouvrir pour éviter un drame. Ma mère aurait sans doute poussé de hauts cris et refusé de nous donner les clés, mais les albums, mais les boîtes, mais les malles portaient tous une étiquette avec le même titre, pour Stella, au cas où elle voudrait en faire autre chose. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Elle rentre donc en Australie définitivement en 1932, Miles Franklin, pour devenir la grande romancière du bush. Le bush, cette campagne australienne impénétrable qui nourrit une partie de son œuvre. Elle ne mourra qu'après l'autre guerre mondiale, en 1954, dans la banlieue de Sydney. Et avant de disparaître, Miles Franklin aura eu l'idée et la possibilité, grâce à ses droits d'auteur, c'est une œuvre qui lui a beaucoup rapporté, elle a eu la possibilité de créer une sorte de prix Goncourt australien, le Miles Franklin Literary Award. Et puisque depuis 25 ans, on sait que ce prestigieux prix peut désormais récompenser des auteurs non australiens, bien, on se dit qu'il serait merveilleux que cette année, ils viennent saluer le beau travail d'Alexandra Lapierre. Vous écoutez Radio Classique.